À 20 ans, si on est de gauche, on a du cœur, mais si on est encore de gauche à 50 ans, c'est qu'on est un con. Je ne sais plus qui a dit ça, la phrase n'est pas exacte, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez souvent la gauche, vous avez souvent des constructions intellectuelles extrêmement ardues, extrêmement complexes, extrêmement compliquées. I can also trade and take, and if takes, I take, if takes, queen e2, queen h4, g3, knight g3, checks. Des continents intellectuels même comme le marxisme, ou même on crée même un langage, on crée même une rhétorique très particulière où tout devient un petit peu jésuistique, c'est-à-dire incompréhensible. Et ça impressionne beaucoup l'être moyen, l'intelligence moyenne, l'intellect moyen. Mais quand on arrive à dépasser tout ça, eh bien on revient à droite. I don't know what's going on. I'm just going to castle. I don't want to think too much. Parce que voilà, c'est comme le mème, je lis sur Twitter, et qui font que le plus grand des écrivains, tel Dostoïevski par exemple, peut penser de la même manière qu'un petit paysan. C'est-à-dire qu'un QI de 160 peut penser comme un QI a priori moins élevé ou moins cultivé, en tout cas un esprit moins cultivé, parce qu'il y a ce lien-là en fait qui est, quand on pousse la réflexion très loin, on en revient aux choses simples. Il se trouve que Julien Rochdy n'a pas fait qu'annihiler Kant et Rousseau. Il n'a pas fait que dépasser Hegel. Il a dépassé Karl Marx. Et oui. Alors ça tombe bien parce que Marx, c'est justement ma spécialité. Il se trouve que j'en parle souvent, notamment sur ma chaîne secondaire Pas du Stream. J'ai même une émission qui est consacrée à ça, ça s'appelle En Position. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir, je vous mets tout en description. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez suivi les autres épisodes, c'est pas forcément à regarder dans l'ordre, hein. Si vous les avez pas suivis, vous pouvez les regarder après, y a pas de problème. Mais si vous les avez suivis, vous commencez à voir comment marche Julien Rochdy, comment il utilise en fait des méthodes qui sont fallacieuses pour convaincre les auditeurs que sa vision politique du monde correspond à la philosophie et correspond à la vérité en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il part toujours d'une sorte de storytelling, une sorte d'homme de paille, qui est qu'en gros la gauche... Et ils sont quand même dans l'abstraction. La gauche, c'est quand même des gens qui sont dans la raison pure, alors que la droite, eux, ils sont dans le réel et dans le concret, quoi. Alors, j'ai déjà montré que c'était faux, hein, notamment dans l'épisode sur les Lumières et Kant, parce que les Lumières aboutissent justement à la critique de la raison pure et à dire que la raison pure, c'est pas suffisant. Pour avoir des connaissances, il faut à la fois la raison et à la fois l'expérience sensible. C'est aussi ce que disait un auteur comme Denis Diderot quand il qualifiait la raison de faible lumière. Pour Diderot, la raison, c'est une lumière, donc ça permet d'éclairer, ça permet d'avoir des connaissances, mais c'est faible, c'est pas suffisant pour avoir des connaissances partout, donc il faut aussi d'autres choses, comme par exemple l'expérience sensible. Mais la vérité, Julien Rochdy, il s'en fiche tant que son propos peut servir sa vision du monde politique. Ainsi, Rochdy continue son tunnel et va nous dire que le marxisme, eh bien c'est comme les Lumières, c'est comme la gauche, c'est des gens qui restent dans la raison pure et dans l'abstraction au lieu de se confronter à la réalité concrète. Et donc ça va être toute la méthode des hommes de gauche toujours, qui va être de construire intellectuellement, par la rationalité pure, un monde, c'est-à-dire qu'il soit parfait sur tableau noir. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Et se dire, mais ce monde parfait que je vois, que je conçois, que je décris de façon apodictique, A plus B plus C, pareil, une équation, il faut à tout prix l'établir dans le monde réel, et pour cela, il faut rompre avec tout ce qui nous vient du passé, parce que précisément tout ce qui nous vient du passé n'est que préjugé, ce n'est que des choses qui nous viennent, encore une fois, de la religion, de l'obscurantisme, du mythe, de la préhistoire de l'humanité, et il faut rompre avec ça. Et ça va être la grosse guerre intellectuelle du XVIIIe siècle, et qui va déboucher sur la Révolution française, et qui va déboucher sur toute la pensée de gauche de manière générale, puisque le marxisme même n'est que la seconde étape, n'est que la seconde fusée de ce processus-là. Le marxisme fonctionne de la même façon. Il va rationaliser l'histoire, il va rationaliser le monde, il va concevoir un monde qui sur tableau noir, qui sur papier fonctionnerait parfaitement, c'est-à-dire sans contradiction, à la fin de la dialectique, et il n'y a pas de raison que ce monde-là n'arrive pas, puisque l'homme est rationnel, et donc on peut user de cette raison pour fabriquer ce monde-là dans le monde réel. Bon, voilà comment, pour un homme de gauche, on atteint la vérité politique, par la raison pure. Donc là, il nous dit un truc qui est très répandu chez les droitards, je pense que la guerre froide doit y être pour quelque chose, c'est de dire qu'au fond, le marxisme, c'est se faire une idée abstraite, un espèce de plan rationnel de la société, une utopie communiste, qu'il s'agirait ensuite de plaquer sur la réalité, indépendamment de la réalité, quoi. Bon, spoiler, c'est totalement faux. Être de gauche, ce n'est pas envisager une espèce de stade de perfection, d'absolu, utopique, qui serait le plein épanouissement de l'individu. Et d'ailleurs, je mets au défi Julien Rochdy de me donner ne serait-ce qu'une source pour prouver ses dires. Je veux une source de Marx où il décrit le communisme abstraitement, dans la raison pure, comme un plan qu'on devrait ensuite plaquer sur le réel pour l'appliquer. Si Rochdy me donne cette source, je supprime cette série de vidéos. C'est cool, non? Une source pour me prouver que tu dis pas n'importe quoi à 500 000 personnes qui te regardent, et moi je supprime mes vidéos sur toi.
Mais la réalité, je la connais, c'est qu'il ne va pas fournir de sources pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Justement, parce que le marxisme, c'est l'inverse d'une pensée qui reste bloquée dans l'abstraction et la raison pure. Ce que fait Marx, c'est l'analyse de la société de son temps, de la réalité concrète de son temps, c'est-à-dire l'analyse du mode de production capitaliste. Donc c'est pas un truc perdu dans les étoiles, dans la raison pure ou je sais pas quoi. Sauf qu'en décrivant le capitalisme, il se rend compte d'une chose, c'est que celui-ci est profondément instable. Pourquoi est-ce qu'il est profondément instable ? Parce que Marx montre que le capitalisme est basé sur le profit, et que pour continuer à faire du profit, les bourgeois, qui sont ceux qui détiennent les moyens de production, ils doivent de plus en plus exploiter la terre et les travailleurs. Ainsi, pour Marx, il n'y a qu'une seule solution pour éviter de détruire la planète ou l'humanité, c'est l'abolition du capitalisme. Or, ce qui caractérise le capitalisme, c'est le fait que les bourgeois, ceux qui détiennent les moyens de production lucratifs, c'est-à-dire les usines ou les boutiques ou autres, ils font travailler des gens pour eux en les rémunérant moins que ce qu'ils produisent. Parce qu'évidemment, s'ils les rémunéraient autant, voire plus qu'ils produisent, ils feraient faillite. Donc ils pourraient pas, et donc quand les bourgeois emploient quelqu'un, c'est toujours pour le payer moins que ce qu'il produit. Le profit que fait le bourgeois en gardant un petit peu de la valeur produite par celui qui l'emploie, c'est ce qu'on appelle l'extorsion de la plus-value. Et cette extorsion, dans la société capitaliste, il a le droit de la faire parce qu'il est propriétaire des moyens de production. Donc selon Marx, l'abolition du capitalisme, ça passera par l'abolition de la propriété lucrative des moyens de production. On va tout leur reprendre. On va tout leur reprendre. Et donc la collectivisation en fait de ces moyens de production, et c'est ça qu'on appelle le communisme. Et vous pouvez chercher, Marx ne dit quasiment rien de plus précis sur la société communiste dans ses textes. Parce que il considère que c'est pas à lui de imaginer le truc, justement, c'est pas à lui de se faire des plans sur la comète. Marx, c'est pas un auteur qui fait de la prescription, il dit pas l'avenir doit être comme ça. Il dit la société actuelle elle est comme ça, la société actuelle elle est instable, normalement elle doit soit se casser la gueule, soit détruire la planète, soit détruire l'humanité, mais voilà, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche là-dedans. Si on veut que ça aille dans le bon sens et qu'on sauve l'humanité et la planète, il faut qu'on ait une collectivisation des moyens de production, une planification de l'économie, et donc ce qu'il appelle le communisme. Mais dans tout ça, c'est pas à lui de choisir la société de demain et de dire ah bah ça ce sera comme ça, il faudra qu'il y ait tel type de parlement, non, c'est pas ça en fait. Donc l'affirmation de Rushdie, en fait, elle est totalement fausse. Marx, il fait pas un plan rationnel à laquelle doit se soumettre le réel, il fait le contraire, il fait l'analyse du réel et il dit ah ça devrait aller dans ce sens-là quoi. Et donc vous verrez que Rushdie ne nous donnera pas de sources convaincantes, alors que c'est dommage parce que j'aurais pu supprimer mes vidéos s'il nous avait donné une source pour nous montrer qu'il ne disait pas des conneries non sourcées dans sa conférence. Je suis sourcier professionnel. Dans le passage qu'on a mis, il nous dit aussi une autre chose, il nous dit que le communisme, pour les marxistes, ce serait la fin de la dialectique et des contradictions de la société. Le marxisme fonctionne de la même façon. Il va rationaliser l'histoire, il va rationaliser le monde, il va concevoir un monde qui sur tableau noir, qui sur papier fonctionnerait parfaitement, c'est-à-dire sans contradiction, à la fin de la dialectique. On a déjà parlé de la dialectique sur la chaîne. La dialectique, c'est quoi ? C'est le fait que le monde est en perpétuelle évolution. Pourquoi ? Parce que le monde est fait de choses qui ont un opposé, et donc ça fait des contradictions, et ces contradictions créent une tension qui pousse le monde à changer et à évoluer. En gros, c'est ça. Toutes les choses ont une inverse, les inverses se rentrent dedans, se confrontent, et ça fait des contradictions évoluantes, quoi. Chez Marx, la contradiction principale dans l'histoire, c'est, pour l'instant, la contradiction entre classes sociales. C'est notamment l'idée qu'il rappelle dès le début, dès la première ligne du manifeste du Parti communiste en 1848 avec Engels. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, bref, oppresseurs et oppressés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. L'histoire évolue donc, pour l'instant, et j'insiste dessus, du fait d'une contradiction entre classes, entre ceux qui sont dominés et ceux qui dominent. C'est une dialectique de classe. J'insiste sur le pour l'instant parce que Marx nous dit bien
jusqu'à nos jours. Peut-être qu'ensuite l'histoire évoluera selon d'autres contradictions, une fois l'avènement du communisme. Mais pour l'instant, il dit que c'est selon une contradiction de classe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Marx, le communisme serait la prise de pouvoir du prolétariat, non pas pour devenir à son tour la classe dominante, comme l'a fait la bourgeoisie pendant la Révolution française, où elle a pris la place, en quelque sorte, de la noblesse, mais pour devenir la seule et unique classe dans la société, ou autrement dit, pour abolir les classes sociales. Chez Marx, il y a cette idée que comme le prolétariat est une classe qui n'exploite personne, comme c'est une classe qui porte seule la charge de la société, du travail, de la transformation des choses pour qu'on puisse vivre, c'est une classe qui peut prendre le pouvoir sans devenir une classe dominante. Elle n'a pas besoin de s'appuyer sur une autre classe pour la faire travailler à sa place. Elle n'est pas parasitaire, elle a besoin de personne en fait, donc elle pourrait bien devenir la seule et unique classe de la société, ou autrement dit, devenir la société. C'est un peu la même chose que dans la dialectique du maître et de l'esclave qu'on a vu dans l'épisode sur Rushdie et Hegel, où l'esclave peut s'affranchir de la relation maître-esclave. C'est-à-dire que l'esclave peut devenir maître, pas dans le sens où il va devenir à son tour maître d'esclaves, où il va déléguer son travail à des esclaves, mais il peut devenir maître dans le sens où il peut maîtriser la nature, maîtriser son rapport au monde. En fait, il peut s'émanciper. Alors que dans cette dialectique, le maître, lui, il a toujours besoin d'un esclave pour faire les choses à sa place, et lui, pour le coup, il est vraiment dépendant. Je vais prendre un exemple concret. Prenons PSA Peugeot Citroën. Donc c'est une énorme entreprise qui tourne avec des ouvriers, des ingénieurs, des administratifs, des publicitaires, tout un tas de choses. Sauf que toutes ces personnes ont en commun qu'ils se font ponctionner une partie de la valeur qu'ils produisent par les actionnaires, par des gens qui touchent de l'argent uniquement parce qu'ils sont propriétaires de parts de l'entreprise. Par exemple, la famille Peugeot. C'est ce qu'on appelle des bourgeois. Ils peuvent rester toute la journée au lit s'ils le veulent, à la fin de la journée. Rien que le fait d'être propriétaire va leur permettre de toucher de la valeur qu'ils n'ont pas produit. Leur seul mérite, c'est donc d'avoir hérité. Eh bien, dans cet exemple, le communisme, ce serait la mise en commun de PSA Peugeot Citroën pour que les salariés puissent enfin toucher l'intégralité de la valeur qu'ils produisent. Ça serait ça, l'abolition des classes sociales. Mais cette abolition des classes, ce dépassement de la contradiction qu'il y avait entre les classes, ça veut pas dire que c'est la fin de la dialectique, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de contradiction dans l'histoire après ça. Marx précise bien jusqu'à nos jours. Une fois la lutte des classes dépassée, la nouvelle contradiction majeure, ça sera peut-être la contradiction entre l'humanité et la nature, surtout à l'heure du dérèglement climatique. Ou alors peut-être une autre, moi j'en sais rien, je suis pas devin, peut-être la contradiction entre les hommes et les femmes par exemple. Mais ce que je sais, c'est qu'en aucun cas, Marx et les marxistes ne pensent que le communisme c'est la fin des contradictions. Évidemment que les choses continueront à évoluer, que les choses resteront compliquées, complexes, et qu'il y aura des contradictions. Pourtant, Rushdie affirme l'inverse dans l'extrait qu'on a vu, et c'est pas un accident, il le répète même dans la conférence. Et même quand la gauche d'ailleurs intègre à sa pensée le conflit, et notamment les marxistes le font énormément à travers la dialectique, c'est-à-dire le monde et l'histoire et dialectique, c'est-à-dire contradiction permanente, mouvement de l'esprit, de l'idée de l'esprit pour Hegel, mais contradiction, guerre, opposition, c'est toujours pour estimer qu'à la fin des fins, in fine, ces contradictions disparaîtront d'elles-mêmes parce que le problème de l'histoire se sera réglé. Donc, d'ailleurs, dans le marxisme, c'est très clair, à la fin de la fin de l'histoire, une fois que la dialectique sera arrivée à son terme, eh bien, la dialectique disparaîtra d'elle-même. Sans jamais penser qu'une société même marxiste créera elle-même ses propres contradictions qui feront que la dialectique, donc l'opposition, la guerre, le conflit permanent qui est dans l'homme, que le réalisme de droite intègre, lui, à sa pensée, sans imaginer que même une société marxiste et égalitaire, eh bien, créerait elle aussi, d'une façon ou d'une autre, ses propres contradictions. Et dans la gauche, il y a toujours cette idée du paradis, qui est d'ailleurs originelle, que l'on a perdu par accident historique et que l'on doit retrouver à travers les tribulations historiques. Donc c'est pour ça que chez les marxistes, la dialectique doit cesser à un moment, lorsque l'on arriverait, lorsque le capitalisme disparaîtrait, et donc s'écroulerait enfin sous ces contradictions internes, et donc nous permettrait de connaître ce paradis égalitaire dans lequel il n'y aurait plus de contradictions, donc plus de guerre, plus de classe, donc plus de guerre. Plus d'intérêt économique, donc plus de guerre. Encore une fois, Julien, c'est sympa, tes tunnels et tes hommes de paille, mais donne-nous une source. Où est-ce que t'as vu que pour Marx, le communisme, c'est la fin de la dialectique et qu'il n'y a plus de contradiction? Et puis c'est quoi cette histoire de paradis sur Terre? Mon petit poney, mon petit poney.
personne ne dit que sous le communisme, c'est le paradis, c'est parfait, qu'il n'y a plus de violence, plus de crimes, peut-être même des guerres. Enfin, donne-nous tes sources. La réponse, c'est que t'en es incapable parce que c'est tout bonnement faux ce que tu dis. Les marxistes sont au courant qu'il y aura encore des contradictions, que la dialectique continuera sous le communisme, que les contradictions prendront peut-être d'autres formes, que ce sera pas le paradis, que ça sera pas un monde parfait. On n'est pas débiles en fait. Henri Lefebvre, un des plus grands auteurs marxistes du XXe siècle, écrit d'ailleurs clairement dans son Que sais-je sur le marxisme, le communisme scientifique se détermine par le mouvement tout entier de l'histoire, par le devenir de l'homme considéré dans sa totalité. Il faut constater, objectivement et scientifiquement, que ce devenir s'oriente vers une phase actuellement prévisible, bien qu'elle ne doive probablement pas être la dernière, et qui porte d'ores et déjà, par une définition justifiable et justifiée, ce nom de communisme. Donc là, on voit bien que, premièrement, le communisme, c'est pas un plan utopique créé par l'esprit de Marx, mais c'est plutôt une phase prévisible à partir de l'observation scientifique et objective de la société réellement existante. C'est ce que nous dit Henri Lefebvre. Donc Julien, tu peux débunker le marxisme, mais pour ce faire, il va falloir que tu t'attaques à ce que les marxistes présentent comme des analyses objectives et scientifiques de la société. Par exemple, le Capital de Marx. Il faut que tu arrives et que tu dises « Ah bah tiens, Marx il avait pas vu ça, il se trompé à cet endroit-là, ça c'est faux ». C'est comme ça que tu vas débunker le marxisme, pas en disant « Ah ouais, ils se font des plans sur la comète » alors que en fait c'est pas le cas. Parce que c'est facile de te battre contre tes petits hommes de paille que tu as toi-même créés, mais ça va pas convaincre les marxistes parce qu'en fait personne ne pense ça. Et puis deuxièmement, Lefebvre dit bien clairement que le marxisme n'est probablement pas la dernière phase de l'histoire humaine. Donc il n'y a pas cette idée de résolution finale de la dialectique et des contradictions dont parle Rushdie. Un peu plus loin, Lefebvre, il va parler aussi de cette idée de paradis sur terre que les droitards aiment bien mettre dans la bouche des marxistes. Et il dit « Marx n'a jamais dit que le communisme soit un paradis terrestre. Il s'est défendu de toute anticipation, le communisme comportera un genre ou un style de vie dont nous n'avons encore aucune idée. » C'est exactement l'inverse que ce que dit Rushdie en faisant passer les marxistes pour des débiles qui croient au Père Noël et qui pensent que Marx a dit « Ah, il va falloir vivre comme ça dans 200 ans. » Et au passage, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour ceux qui débutent en philosophie, qui s'intéressent depuis peu. Aucun courant n'est débile. C'est pas possible qu'un grand courant philosophique ait passé l'épreuve de l'histoire, que des gens qui sont quand même relativement intelligents, se soient creusés les méninges là-dessus, et que ce soit débunkable en 2 secondes par Julien Rushdie. Si on vous présente un courant et que ça a l'air débile pour vous, c'est qu'on vous le présente mal pour le salir. Bref, passons à la suite. Une fois que Julien a mis en place son storytelling, que la gauche serait dans l'abstraction, et que les marxistes y croient au paradis sur Terre, eh bien, il va nous dire que quand on est trop dans l'abstraction et qu'on croit qu'on va établir le paradis sur Terre, eh bien, ça conduit forcément à l'inverse. Ça conduit forcément à des horreurs dans le monde réel. Et donc justement, on se méfie toujours quand on est à droite de tous ces gens qui parlent de paradis possible. On en a parlé un petit peu au début. Comme disait Céline, qui est un grand écrivain évidemment, il disait que tous ceux qui promettent un avenir en rose, que tous les assassins promettent toujours des avenirs en rose, ça fait partie du métier, dit-il. Tous ceux qui promettent des avenirs en rose sont des assassins, ça fait partie du métier. Et c'est très vrai parce que à chaque fois, et l'histoire le montre, à chaque fois justement qu'on va vouloir établir un nouveau monde en partant de la base, d'une base révolutionnaire, c'est-à-dire d'une rupture totale avec le monde ancien, eh bien on aboutit toujours à un déchaînement des passions humaines, un déchaînement à des massacres purs et simples. Puis le communisme qui reprendra cette idée que l'on peut changer la société sur une base purement rationnelle, on sait où ce que le communisme mènera. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que c'est au moins une centaine de millions de morts, c'est-à-dire les idéologies les plus sanguinaires de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même incroyable, petite parenthèse, que ces idéologies-là soient encore totalement acceptées, tolérées et même appréciées, au prétexte qu'elles partent de bonnes intentions, parce qu'on sait qu'elles conduisent toujours au pire. Donc voilà, pour un homme de gauche, on veut savoir de cette façon, tandis qu'un homme de droite, c'est-à-dire par la raison pure. Rushdie nous explique donc que la raison pure fait croire à l'homme de gauche que le paradis sur Terre est possible, alors que ça conduit à la barbarie. Et c'est bien vrai, parce qu'au final, le communisme, ça conduit à 100 millions de morts. Là, faut que je revienne là-dessus, parce que j'en ai marre de cette histoire avec les 100 millions de morts, c'est insupportable. Bon, déjà, le fait même d'imputer des morts à un régime, quand ce régime n'est pas directement commanditaire de meurtre, je trouve que c'est critiquable en soi. Je vois pas pourquoi on devrait imputer 75 à 200 millions de morts de la peste noire à la féodalité. Je vois pas en quoi c'est la féodalité en soi qui est responsable de 200 millions de morts dans ce cas-là. Ça a pas trop de sens. Tout comme je vois pas pourquoi on imputerait au communisme en général les 3 à 5 millions de morts de la grande famine soviétique de 1921-1922, après 7 ans d'efforts de guerre pour la Première Guerre mondiale, puis pour la guerre contre les forces tsaristes et les 14 pays impérialistes ligués pour exterminer les soviétiques, ainsi que la sécheresse de 1921.
Mais bon, passons. Disons que, allez, c'est logique de commencer à faire des comptes d'apothicaire et puis de dire que c'est la faute du communisme, d'accord. Ici, c'est encore pire parce que ce nombre de 100 millions de morts, voire de plusieurs centaines de millions de morts, comme Rushdie commençait à le dire, bien c'est un nombre qui est juste faux, qui est issu de la propagande anticommuniste et qui a été débunké des dizaines de fois, même par les auteurs du livre d'où il est tiré. En fait, pour comprendre d'où vient ce chiffre de 100 millions de morts, faut revenir au livre noir du communisme en 1997. En fait, c'est un ouvrage collaboratif où des chercheurs en histoire ont été dirigés par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Courtois. Sauf que Stéphane Courtois, eh bien, c'est un anticommuniste militant, et il va donc écrire un chapitre introductif qui sort le fameux chiffre de 100 millions de morts du communisme, sans en parler aux autres auteurs du livre, qui ont travaillé individuellement, eux, sur les questions du bouquin. Suite à quoi, la moitié des auteurs de l'ouvrage, qui en plus de ça sont pas des communistes, c'est plutôt des anti-soviétiques, vont dénoncer ces pratiques. Wikipédia nous dit « La moitié des auteurs, Nicolas Wers, Jean-Louis Margolin, Karel Bartosek, ont protesté publiquement contre le chapitre introductif de Stéphane Courtois. Ils y refusent son rapprochement du génocide nazi et de la répression stalinienne, ainsi que le calcul du nombre de victimes dont ils contestent à la fois l'opportunité et les chiffres utilisés, qui sont pour certains leurs chiffres mais augmentés sans justification par Courtois. Wers et Margolin reprochent à Courtois son obsession d'arriver aux 100 millions de morts. C'est-à-dire que le mec, il a pris les chiffres qui étaient dans le livre, mais il les a changés, en fait, en les augmentant pour essayer d'arriver à 100 millions de morts, quoi. C'est la grande histoire, c'est super intéressant. Et encore une fois, on peut critiquer de bonne foi le stalinisme, qui n'est ni tout noir ni tout blanc. Je rappelle que, à la fois, l'URSS sous Staline a vu son espérance de vie doublé en 30 ans, passer d'un truc genre 30 ans d'espérance de vie à 60 ans d'espérance de vie, grâce à la vaccination, à la santé gratuite, à l'alphabétisation, l'éducation, le logement gratuit. Tout ça, ça a sorti l'Union soviétique d'une misère noire. Si bien qu'on est arrivé à un point où l'URSS a quand même réussi à vaincre l'Allemagne nazie, qui était la plus grande armée du monde à son époque, en partant d'un pays qui était très en retard sur les autres pays d'Europe. Mais d'un autre côté, personne ne va nier que Staline, c'est aussi les grandes purges, c'est 600 000 morts, c'est aussi les goulags. Les goulags, c'est 1,6 million de morts. C'est pas rien du tout. Il y a une population totale d'environ 170 millions de personnes, donc ça fait 1,5% des personnes qui sont soit morts au goulag, soit dans les grandes purges. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie possibilité de critique honnête du stalinisme, mais dire oui, le communisme en général c'est 100 millions de morts alors que le chiffre est faux, alors qu'il n'y a pas forcément de raison des fois de mettre sur le dos du communisme des morts qui auraient peut-être eu lieu sans lui ou qui sont dus à la pression d'autres pays qui font la guerre, ça n'a pas de sens en fait. Faut débattre des choses rationnellement plutôt que de vouloir les cancel comme Julien demande à le faire en fin d'extrait. C'est quand même incroyable, petite parenthèse, que ces idéologies-là soient encore totalement acceptées, tolérées et même appréciées, au prétexte qu'elles partent de bonnes intentions, parce qu'on sait qu'elles conduisent toujours au pire. La réalité, Julien, c'est que si les soviétiques ont souffert d'une idéologie, c'est pas le communisme, mais c'est celle d'Adolf Hitler, le monsieur que tu réhabilitais en 2015, comme on l'a vu dans la vidéo sur Hegel. Les nazis ont tué 28 millions de soviétiques, notamment parce qu'ils considéraient les Slaves comme des esclaves, comme des sous-hommes. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde la différence du taux de mortalité entre les soldats français faits prisonniers par les Allemands et les soldats soviétiques faits prisonniers par les Allemands. Les Français et les Anglais, il y a 4 à 5% de mortalité, alors que les Soviétiques, il y a plus de 50% de taux de mortalité, parce qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes en fait. Enfin bref, je m'emporte, mais ça me fait halluciner qu'un gars critique sans source des choses qu'il n'a jamais étudiées, quand dans le même temps, il réhabilite l'idéologie la plus inhumaine de l'histoire. Et puis tout du long, il nous sort des platitudes sans preuve sur la gauche, c'est juste insupportable. On obtient toujours les résultats inverses de ce que l'on cherchait en premier, et vous pouvez voir toute l'histoire de la gauche, à chaque fois c'est toujours la même chose. La gauche obtient toujours les résultats pires et à l'extrême inverse des intentions premières, toujours. Bon. Voilà, on sait pas pourquoi, on serait forcé d'obtenir l'inverse de ce qu'on veut. C'est vrai parce que Julien l'a dit, et puis parce qu'il est en costume, donc voilà, ça doit être vrai, c'est écrit dans son livre. J'ai envie de lui demander du coup, quand la gauche fait les congés payés, quand les communistes font la sécurité sociale, quand ils font les retraites par répartition, auxquelles les Français sont attachés, on l'a encore vu avec le mouvement des retraites en début d'année, pendant que les Zémouriens mentaux comme lui, ils essaient de libéraliser ça et qu'ils veulent casser tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement, vous la voteriez ? Si vous voulez, deux choses. Je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme. C'est-à-dire que moi, j'avais dit 64 ans. Qui est-ce qui s'est battu pour ces avancées et les a bel et bien obtenues dans le réel ? Qui se bat factuellement contre et veut les détricoter ?
Rushdie est un putain d'imposteur qui dit n'importe quoi pour aller dans le sens de son idéologie. Il va même jusqu'au plus grotesque, au plus ridicule, au truc que tout le monde sait. Regardez ça. L'histoire est le sujet dans la vision marxiste, tandis que dans la vision de droite, c'est l'homme qui est le sujet dans l'histoire. C'est deux choses différentes. C'est l'homme qui crée l'histoire, alors que pour les marxistes, c'est l'histoire qui crée l'homme. Donc, pour simplifier, bien sûr, mais c'est très important. Mais bordel, arrête de t'enfoncer. La base du marxisme, c'est justement d'avoir un va-et-vient continu entre les hommes et l'histoire. Les hommes font l'histoire en changeant la société, mais dépendent aussi de l'histoire et de la société. Les hommes des générations suivantes vont donc vivre et être conditionnés différemment que leurs ancêtres, car la société dans laquelle ils vivent est différente, elle a évolué. Et pourquoi elle a évolué ? Parce qu'elle a été transformée et modelée par les hommes des générations antérieures. Et les hommes des générations suivantes vont à leur tour façonner la société, qui conditionnera différemment leurs enfants, et ainsi de suite. C'est juste la base du marxisme, et puis ça, Marx l'a écrit clairement, je vois pas comment tu peux te passer à côté. Enfin si, parce qu'en fait, tu t'y es jamais intéressé et que t'es juste là pour cracher dessus et dire ah, la droite a raison. Mais c'est de la merde. Dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte en 1852, Marx écrit ça. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Donc arrête de raconter n'importe quoi et de t'humilier, c'est écrit noir sur blanc. Les hommes font leur propre histoire, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et puis arrête de mentir en disant que tu pourrais parler pendant 3 heures de marxisme et faire une conférence dessus, mais là que c'est pas le propos. Si évidemment je devais me mettre à critiquer totalement la pensée de gauche, notamment par exemple le marxisme, qui est encore une fois un continent intellectuel, il me faudrait 2-3 heures là-dessus, même beaucoup plus, parce que ça mériterait des conférences en tant que telles. Tu peux pas faire ça, en fait, tu connais rien. T'es pas capable de parler 3 minutes de marxisme sans faire des hommes de paille et dire n'importe quoi à ton public. Arrête de faire croire que tu maîtrises le sujet et que tu pourrais faire des conférences dans un avenir proche, mais là t'as pas trop le temps, c'est pas du tout ça le truc. Ou alors fais-le, que je t'humilie une bonne fois pour toutes. Ou même en live, viens, on débat de marxisme. Si vous voulez venir, le bienvenu. Quand vous voulez, avec les bagues ou sans les bagues, et la castagne. Comme tu maîtrises le sujet, hein, ça devrait pas être compliqué. Toi tu fais la critique du marxisme, moi je fais le marxiste, et puis on en débat. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? T'as un costard. Bon, je vais me calmer, y a encore beaucoup de choses à dire. Je sais pas si j'ai été clair sur tout là, j'ai essayé. En tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche pour pas rater les prochains épisodes. Si vous êtes intéressé par le marxisme notamment, j'en parle sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Pas du Stream. Je vous mets les liens en description et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode sur Rushdie. L'extrême gauche, la gauche intellectuelle peut à la limite tolérer la droite bourgeoise, la droite qui pense qu'à l'argent, ce qu'on appelle la droite orléaniste, c'est-à-dire la droite matérialiste.